Samedi après-midi, mon fils a brandi un jouet que ses grands-parents lui avaient envoyé. Une figurine rose de collection, un Labou. Cela coûtait environ 60$ au détail. Papa, regarde ce que mamie et papy m'ont envoyé. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est cool, mon grand. Mon fils Ethan l'a serré, puis s'est arrêté, le tenant plus près. Papa, pourquoi y a-t-il une lumière rouge à l'intérieur? Mes doigts se sont figés. Quoi? Il l'a tourné, pointant l'œil. Une minuscule LED rouge clignotait, au fond de l'intérieur creux. J'ai eu un pincement au ventre. Je me suis levé, j'ai marché vers lui, gardant ma voix calme. Laisse-moi voir ça une seconde. Il me l'a tendu. Bon gamin, il faisait confiance à son père. Je l'ai examiné sous la lampe. C'était là, une LED infrarouge. Normalement invisible, l'angle l'avait trahi. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce matin. Il y avait une carte. Joyeux anniversaire en avance, Ethan. Avec tout notre amour, mamie et papy. Son anniversaire est la semaine prochaine, pas aujourd'hui. D'accord, j'ai besoin d'emprunter ça. Pourquoi? Problème de batterie. D'accord. Il est retourné à ses Legos, indifférent. En sécurité. J'ai marché jusqu'au garage, j'ai fermé la porte, puis j'ai fixé cette lumière clignotante. Je ne l'ai pas écrasé, je n'ai pas crié, j'ai juste réfléchi. J'ai pris mon plus petit tournevis, j'ai ouvert délicatement la couture. À l'intérieur, il n'y avait pas de rembourrage. Il y avait un module de caméra, une minuscule lentille, une carte de circuit imprimée, un microphone et une batterie rechargeable. Mes mains sont restées stables, ma respiration, elle, ne l'a pas fait. J'ai tout photographié. J'ai cherché le modèle sur Google, caméra espion sans fil SC4 Sense. $119 sur Amazon. Compatible Wi-Fi, avec une sauvegarde cellulaire, diffusion en direct et stockage sur le cloud. J'ai vérifié l'horodatage d'activation, active depuis 9h47 ce matin, il y a 5 heures. Il surveillait depuis qu'Ethan avait ouvert la boîte. Je les remontais, les plaçais dans un sac en plastique de preuve, les scellés et étiquetés, pièce à conviction A. Je ne l'ai pas détruit, les preuves doivent rester intactes. Je me suis assis dans mon garage et je me suis autorisé à réfléchir à la façon dont nous en étions arrivés là. Mes parents sont Robert et Linda. Nous étions proches, mais il y a 2 ans, mon grand-père est décédé. Il a laissé un fonds fiduciaire pour Ethan, $180 000. Il m'a désigné comme fiduciaire. Aucun retrait avant qu'Ethan n'ait 18 ans. Mon grand-père ne faisait pas confiance à mon père avec l'argent. Robert a déclaré faillite dans la trentaine, mauvaise affaire, pire décision. Mais les choses ont changé. Linda a commencé à fréquenter les casinos. Juste pour le plaisir, est devenu du poker en ligne quotidien. Robert a commencé à faire des suggestions. Peut-être pourrions-nous emprunter sur le fonds d'Ethan, pour une urgence familiale. J'ai refusé. Cet argent est pour l'avenir d'Ethan, ce n'est pas négociable. Il y a 3 mois, j'ai cessé de répondre à leurs appels aussi souvent. Ils se sont plaints que je m'isolais. J'ai cru qu'ils laisseraient tomber. Ils ne l'ont pas fait, ils ont planifié. J'ai vérifié l'étiquette d'expédition sur la boîte. Date d'envoi, il y a 3 semaines. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste le jour où Ethan a trouvé la lumière. Il nous surveillait depuis 3 semaines. Mon divorce avec Sarah a eu lieu il y a 18 mois. Elle a 29 ans, elle est gérante de commerce. Elle a Ethan 30% du temps selon l'accord de garde. La réalité est plus proche de 20%, car elle oublie des week-ends. Ce n'est pas une mauvaise mère, juste désengagée. Elle n'est pas mon problème, mes parents le sont. J'ai passé en revue les options. Option A, les confronter maintenant. Résultat, ils nient tout, détruisent les preuves et engagent des avocats. Option B, appeler immédiatement la police. Résultat, l'enquête prend du temps, ils sont prévenus. Option C, détruire l'appareil, couper les ponts. Résultat, aucune protection légale, il recommence. Option D, faire semblant de rien, recueillir plus de preuves, monter un dossier en béton armé, puis frapper. J'ai choisi l'option D. Je suis ingénieur logiciel. Je gagne $95 000 par an. Je sais comment fonctionnent les systèmes de surveillance, comment documenter les preuves,
comment préserver la chaîne de possession. Et je ne prends pas de décisions émotionnelles. La stratégie s'est formée comme un plan de projet. Ne pas leur dire que j'ai trouvé quoi que ce soit. Chercher d'autres appareils. Déposer un rapport de police lundi. Appeler mon avocat. Les laisser faire le prochain pas. Les enterrer sous les preuves. Ils veulent jouer à des jeux avec mon fils. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime un ingénieur. Ce soir-là, j'ai fouillé la maison. J'ai d'abord couché Ethan, lui ai lu 2 histoires, les bordé, lui ai dit que je l'aimais. Puis j'ai vérifié sa chambre. Chaque jouet, chaque livre, sous le lit, à l'intérieur du placard. Rien. Son sac d'école près de la porte, j'ai dézippé chaque poche, tâtonné le long des coutures. Rien pour l'instant. Salon, cuisine, salle de bain, j'ai vérifié les détecteurs de fumée, les luminaires, les cadres photos. Je n'ai rien trouvé. Quand j'ai eu fini, il était plus de 22 heures. Peut-être que le Labou était le seul. Peut-être que j'étais paranoïaque, mais je ne croyais pas qu'il n'aurait risqué qu'un seul appareil. Il voudrait de la redondance, des systèmes de secours. J'ai pris une note mentale de continuer à chercher. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Papa m'appelait. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, gardant ma voix normale. Salut, papa. Salut, Jack. Comment vas-tu? Bien, week-end chargé. Ethan a reçu notre colis? Oui, il a adoré. Pause. C'est super. Il joue avec? Oui, il le porte partout. Mensonge. Il était scellé dans un sac de preuves, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Bien. Bien. Écoute, peut-être pourrions-nous passer cette semaine. Voir Ethan. Je vais vérifier mon emploi du temps. Son ton a changé. Une irritation s'est glissée. Ça fait des mois que tu dis ça, Jack. Je sais, le travail est fou. Nous sommes une famille, nous ne devrions pas avoir besoin de rendez-vous. Je t'envoie un texto, il a soupiré. D'accord, à bientôt. L'appel s'est terminé. Ethan est entré. C'était papy? Oui. On peut les voir? Ma poitrine s'est serrée. Peut-être bientôt, mon grand. D'accord. Il haussa les épaules et retourna jouer. Ils étaient en train de pêcher, se demandant si j'avais trouvé l'appareil. Je ne leur ai rien donné. Lundi matin, j'ai déposé Ethan à l'école, j'ai roulé 20 minutes jusqu'au poste de police. J'ai apporté le sac de preuves, les photos imprimées, le reçu d'expédition portant le nom de mon père. J'ai demandé à parler à quelqu'un des cybercrimes. La détective Morrison est arrivée, une femme plus âgée, cheveux gris, 15 ans de service, calme et professionnelle. Je me suis assis en face de son bureau, restant factuel. Mes parents ont envoyé un jouet à mon fils de 8 ans, il y a 3 semaines. J'ai découvert samedi qu'il contenait une caméra et un microphone caché. J'ai des photos, je dois déposer un rapport. Elle a examiné le jouet à travers le plastique. Sa mâchoire s'est crispée. Monsieur Barrett, vous avez bien fait de ne pas y toucher. Que se passe-t-il maintenant? Nous allons l'envoyer à la médecine légale. Ils extrairont toutes les séquences stockées, vérifieront les connexions au cloud, retraceront l'achat. 3 à 5 jours ouvrables. Et s'il y a des séquences de mon fils? Alors, nous avons un crime. Statut révisé du Colorado 18-9-304, écoute électronique d'un mineur sans consentement parental. Que dois-je faire? Ne les contactez pas, ne leur dites pas que vous savez. Laissez-nous monter le dossier. Ils m'ont appelé hier, m'ont demandé si mon fils aimait le jouet. Son sourcil se leva. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'il l'adorait. Bien, continuez ainsi. Elle m'a donné un numéro de dossier, un reçu de preuve, sa carte. Je suis parti avec la documentation, le dossier officiel, ma première pièce de levier. Depuis le parking, j'ai appelé Marcus Chen, mon avocat lors du divorce. Vif, il ne perd pas de temps. Marcus, je dois te voir aujourd'hui. Il a entendu mon ton. 11 heures, ça marche. Je serai là. 2 heures plus tard, j'étais dans son bureau, expliquant comment mes parents avaient passé 3 semaines à espionner mon fils. Marcus prenait des notes.
Quand j'ai fini, il a levé les yeux. Ils vont essayer d'obtenir la garde. Je le savais déjà. La caméra ne servait pas à surveiller Ethan, elle servait à monter un dossier contre moi, à documenter mon rôle de parent, à chercher des erreurs, à rassembler des munitions pour une bataille judiciaire que je ne savais même pas imminente. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Je documente tout, je tiens des registres. Je ne prends pas de décisions émotionnelles. Et pendant 3 semaines, ils avaient regardé mon fils à travers un jouet dont j'ignorais l'existence. Maintenant, je savais. Et j'avais la preuve. Et j'avais le temps de me préparer. Ils pensaient qu'ils chassaient. Ils avaient tort. Ils venaient de tomber dans un piège que j'ignorais avoir tendu. Et la seule question qui restait était de savoir à quel point j'allais le refermer brutalement. Le bureau de Marcus Chen, en centre-ville, avait des murs de verre et cet aspect propre et moderne que les avocats utilisent pour justifier leurs tarifs horaires. Il a 38 ans, il a géré mon divorce. Suffisamment efficace pour que je le garde à mon service après la signature des papiers. Je me suis assis en face de son bureau et j'ai exposé les faits. Une caméra dans un jouet. 3 semaines de surveillance. Rapport de police déposé ce matin. Il s'est adossé à sa chaise. D'accord, réfléchissons comme eux. Pourquoi espionner? Pour prouver que je suis inapte. Presque. Pour prouver qu'ils doivent intervenir. Il a affiché les statuts du Colorado sur son écran. CRS 19-1-117. Les grands-parents peuvent déposer une requête pour la garde si l'enfant est en danger, si les parents sont inaptes, et s'ils ont une relation établie. Ils ne peuvent pas juste vouloir la garde, il leur faut une raison. Il me regarda. Quelle est leur raison? L'argent. Le fonds fiduciaire d'Ethan. Explique. J'ai expliqué. 180 000 $, testament de mon grand-père. Je suis le fiduciaire. Ma mère a un problème de jeu. Ils ne peuvent pas y toucher tant que j'ai la garde. Marcus hocha la tête. Voilà. S'ils obtiennent la tutelle, ils demandent au tribunal de contrôler le fonds. Peuvent-ils faire ça? Si un juge estime que vous êtes inapte et qu'ils sont meilleurs, oui. Ma mâchoire s'est serrée. Donc la caméra était la phase 1, recueillir des preuves. La phase 2 sera l'action en justice. Il commença à taper. Je vais déposer une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive. Non. Il s'est arrêté. Quoi? Pas encore. Si nous déposons en premier, ils savent que nous savons. Ils engageront des avocats, détruiront d'autres preuves. Jake, c'est grave. Je sais. C'est pourquoi nous attendons. Laissons-les déposer. Laissons-les s'engager. Ensuite, nous les enterrons. Il m'a regardé pendant un long moment. Tu es sûr? Je suis sûr. Très bien. Mais je surveille les dépôts au tribunal quotidiennement. La seconde où il bouge, tu m'appelles. Il fit une pause. Une dernière chose, surveille ton ex-femme. Si tes parents sont intelligents, ils la recruteront. Sarah est le maillon faible. Ils lui offriront quelque chose, plus de garde, de l'argent, la culpabilité, ce qui fonctionne. Mon estomac se tordit. Je vais lui parler. 2 jours plus tard, j'étais au travail lorsque mon téléphone a vibré. Maman appelait. Je suis sorti sur le parking. Allô, chérie. Comment vas-tu? Bien, maman. Occupé. Je sais, je sais. Tu travailles si dur. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Sa voix avait ce ton sirupeux de grand-mère. Ton père et moi sommes inquiets. Tu as l'air stressé. Juste le travail. Jake, nous sommes la famille. Tu peux nous parler. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'Ethan va bien? Ethan va bien. Nous allons bien parce que... Eh bien, Sarah a mentionné que tu avais l'air différent dernièrement. Mon sang se figea. Tu as parlé à Sarah. Nous prenions juste de ses nouvelles. Nous sommes tous inquiets pour toi. Quand lui as-tu parlé? Pause. La semaine dernière. Elle nous a appelés, en fait. Mensonge. Je l'entendais dans l'hésitation. Pourquoi? Elle est inquiète, Jake. Elle a dit que tu étais irritable, renfermé, que tu n'étais pas toi-même. Mon esprit s'emballa.
Est-ce que Sarah les a appelés? Ou est-ce qu'ils l'ont appelée en faisant croire qu'elle avait initié le contact? Je vais bien. Chérie, peut-être que tu as besoin d'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Peut-être qu'Ethan pourrait rester avec nous un peu, juste pour te donner une pause. Voilà. Ethan n'a pas besoin de rester avec vous. Sa voix changea, le ton chaleureux disparut. Jake, nous essayons d'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Nous verrons bien. Elle a raccroché. Je suis resté debout sur ce parking, le cœur battant. J'ai envoyé un texto à Marcus, ils ont contacté mon ex. Ils viennent de demander à prendre Ethan pour une pause. Sa réponse est arrivée rapidement, vérification du système judiciaire maintenant. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Marcus. Ils ont déposé ce matin. Requête d'urgence pour la garde par les grands-parents. J'ai fermé les yeux. L'audience est vendredi, 9 h. Juge Margaret Fielding. Que revendique-t-il? Que tu es émotionnellement instable, financièrement irresponsable, que tu isoles Ethan de sa famille et que tu es incapable de lui fournir des soins adéquats. C'est insensé. Ils ont un affidavit de Sarah. Mes mains tremblaient. Quand l'a-t-elle signé? Daté d'il y a 2 semaines. Elle m'a envoyé un texto hier pour me demander comment j'allais. Si elle est si inquiète, pourquoi prend-elle de mes nouvelles? Parce qu'elle n'a probablement pas lu ce qu'elle a signé. Tes parents lui ont raconté une histoire, Jake a des difficultés, nous voulons l'aider. Peux-tu signer ceci? Elle signe en pensant que c'est pour une thérapie. Il l'utilise pour la garde. Peut-on combattre ça? Oui, mais nous avons besoin de preuves. Dossiers scolaires, dossiers médicaux, tout ce qui montre que tu es un bon parent. J'ai 3 ans de documentation. Bien. Apporte tout. Vendredi 8 h, mon bureau. On se prépare. Il fit une pause. Et Jake, la preuve de la caméra. C'est notre arme nucléaire. On la garde pour l'audience. Ce soir-là, j'ai récupéré Ethan à l'école. Il a parlé pendant tout le trajet. Test de maths, récréation, fête d'anniversaire d'un ami à venir. Je l'ai à peine entendu. Nous sommes arrivés à la maison. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte et a couru jouer. J'ai fixé ce sac à dos. Marcus a dit, cherche d'autres appareils. Je l'avais fouillé samedi, je n'avais rien trouvé, mais c'était avant de savoir ce que je cherchais. Je l'ai rouvert. Poche principale, livre et dossier. Poche avant, crayon et gomme. Puis la poche latérale cachée. Petite pochette habituellement destinée à une bouteille d'eau. J'ai tâtonné. Mes doigts ont touché quelque chose de dur. Un traceur GPS plat, fixé par velcro à la doublure intérieure. Je l'ai sorti. Petit appareil noir, de la taille d'une carte de crédit. Track Pro X. 45 $ sur eBay. Une LED verte clignotait toutes les 10 secondes. J'ai vérifié la date d'activation, il y a 3 semaines. Le même jour que le Labou. Il ne regardait pas seulement. Il traçait chaque trajet à l'école, chaque maison d'amis, chaque passage à l'épicerie. Construisant une carte de la routine d'Ethan. À la recherche de quoi? De preuves. Que je l'emmenais dans des endroits dangereux, preuve de négligence. J'ai envoyé un texto à Marcus, trouvé 2e appareil. Traceur GPS dans le sac d'Ethan. Même chronologie. Sa réponse? Ne le retire pas, photographie-le en place. Ensuite, mets-le dans un sac. J'ai obéi. Je l'ai photographié exactement où je l'ai trouvé, puis je l'ai scellé dans un sac de preuves. J'ai placé les 2 sacs dans mon classeur verrouillé. 2 chefs d'accusation de surveillance illégale. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah avant qu'elle ne parte travailler. Allô, une voix endormie. Pourquoi as-tu signé un affidavit disant que je suis inapte? Quoi? Mes parents ont déposé une requête pour la garde. Tu as signé une déclaration disant que je suis instable. Elle s'est réveillée rapidement. Jake, je ne l'ai pas fait. Il est daté d'il y a 2 semaines. C'est ta signature. Ils m'ont dit que c'était pour une thérapie. Ils ont dit que tu avais des difficultés, que tu avais besoin de soutien, et que le formulaire servait à t'obtenir des conseils via leur assurance. Ce n'était pas ça, c'était pour une bataille pour la garde.
Sa voix se brisa. Oh mon Dieu! L'as-tu seulement lu? Je l'ai parcouru. Ils étaient juste là, Linda pleurait, disant que tu ne répondais pas à leurs appels. Elle était tellement inquiète. Ils t'ont manipulé. Jake, je suis désolé. Je ne savais pas, tu dois le retirer. Comment? Appelle mon avocat, Marcus Chen. Il déposera un amendement. Tu dis que tu as été trompé. D'accord, je le fais aujourd'hui. Et Sarah, ne parle plus à mes parents. Je ne le ferai pas, je te le jure. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas mieux. Le mal était fait. Même si Sarah se rétracte, le juge verra qu'elle a signé quelque chose. Cet après-midi-là, la détective Morrison m'a appelé. Monsieur Barrett, la médecine légale a terminé. Mon cœur battait la chamade. La caméra a stocké 67 heures de séquence, compatible cloud. Lien vers le compte email r.barrett1965@gmail.com. C'est l'email de mon père. Les séquences montrent la chambre de votre fils, le couloir, des parties du salon, des clips de vous couchant votre fils, lui faisant la lecture, des pratiques parentales normales. Donc, ils n'ont rien trouvé. Correct. Ce qui me dit qu'ils cherchaient quelque chose. Elle fit une pause. Le traceur GPS montre 3 semaines de données de localisation. École, maison, épicerie, maison d'amis. Rien d'irrégulier. Que se passe-t-il maintenant? Je recommande au procureur de déposer des accusations. 2 chefs d'écoute électronique d'un mineur. Un chef de suivi GPS illégal. Quand? Après votre audience de vendredi. Le juge voudra voir ses preuves. Nous attendrons l'ordonnance du tribunal. Ensuite, l'arrestation. Ils vont être arrêtés. Si le juge émet un mandat basé sur les preuves, oui. J'ai expiré. Merci, détective. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose. Mardi soir, avant que tout cela n'éclate, ma mère avait appelé pour demander à venir dîner. J'avais accepté. J'avais pensé que c'était un rameau d'olivier. Mercredi soir, il s'était présenté avec du vin et une casserole, et des sourires chaleureux. Linda m'a fait un câlin. Robert a demandé où était Ethan. En soirée pyjama chez un ami. Mensonge. Il était chez Sarah pour sa nuit de garde. Le visage de Linda a vacillé. Déception. Nous avons mangé, petite discussion, météo, travail, le club de lecture de Linda. Puis le scénario a changé. Jake, nous avons pensé à. Tu as été soumis à beaucoup de stress. Le divorce, l'éducation monoparentale, le travail. Je gère. Est-ce le cas? Parce que nous voyons à quel point tu travailles dur. C'est admirable, mais peut-être trop dur. Que voulez-vous dire? Robert se pencha en avant. Ethan a besoin de stabilité. Il a besoin de sa famille autour de lui. Il m'a, moi. Bien sûr, mais Jake, tu es une seule personne. Et ce fonds fiduciaire que ton grand-père a laissé. Mon dos s'est redressé. Qu'y a-t-il? Cet argent pourrait être utilisé maintenant pour Ethan, meilleures écoles, activités, opportunités. C'est pour l'université. Linda sourit, ce sourire froid. Mais s'il restait plus souvent avec nous, nous pourrions. Il ne restera pas chez vous. Le ton de Robert se durcit. Jake, nous ne demandons pas, je me suis levé. Je pense que vous devriez partir. Jake. Ils sont partis. J'avais enregistré toute la conversation. Le Colorado est un État à consentement d'une seule partie, il est légal d'enregistrer sans qu'ils le sachent. J'ai rejoué l'audio après leur départ. Chaque mot, ce fonds fiduciaire pourrait être utilisé maintenant. Nous avons déjà parlé à Sarah. Nous ne demandons pas. Preuve de préméditation. Jeudi soir, j'étais assis à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert. Documents organisés dans des dossiers. Rapport de police. Analyse médico-légale montrant 67 heures de séquence. Photo des 2 appareils. Reçu d'achat avec le compte Amazon de mon père. Enregistrement du dîner de mercredi. Relevé bancaire montrant mon revenu stable de 95 000 $ par an. Dossier scolaire d'Ethan, présence parfaite, bonne note, enfant heureux et bien ajusté.
Dossiers médicaux, examens réguliers, vaccins à jour. Référence de son professeur, de son pédiatre, de 2 voisins. Marcus a envoyé un texto, c'est excessif, mais j'aime ça. J'ai répondu, je ne veux pas gagner. Je veux qu'il soit détruit. Sa réponse, attention à ce que tu souhaites. J'ai tapé, je ne souhaite pas. Je planifie. J'ai regardé la photo sur mon réfrigérateur. Ethan dans son costume d'Halloween, un sourire immense. Demain, ils essaient de me prendre mon fils. Ils pensent que je ne suis pas préparé. Ils pensent que je vais céder. Ils pensent que la famille signifie que je ne riposterai pas. Ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque l'on sous-estime un ingénieur. Jeudi soir, je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais prêt. J'avais 67 heures de séquences prouvant qu'ils avaient espionné mon fils. J'avais des données GPS prouvant qu'ils l'avaient traqué comme un criminel. J'avais un enregistrement d'eux admettant qu'ils voulaient accéder à son fonds fiduciaire. J'avais un rapport de police, une analyse médico-légale et une détective prête à recommander des accusations criminelles. Ils avaient un affidavit de mon ex-femme qui n'avait pas lu ce qu'elle avait signé. Et une requête affirmant que j'étais inapte basée sur quoi? Que je travaillais dur. Que je ne les laissais pas voir Ethan quand ils le voulaient. Que je refusais de leur donner de l'argent qui ne leur appartenait pas. Vendredi matin, ils entreraient dans cette salle d'audience en pensant qu'ils avaient un avantage. Pensant que je négocierais, pensant que je leur donnerais une garde partielle juste pour que ça s'arrête. Ils avaient tort. Je ne négociais pas. J'allais mettre fin à cela définitivement. Vendredi matin, je suis arrivé au palais de justice avec Marcus, un dossier accordéon plein de preuves sous le bras. J'ai vu la voiture de mes parents déjà sur le parking. Robert et Linda se tenaient près de l'entrée avec leur avocat. David Brennan, cinquantaine, costume coûteux, cabinet de Denver, le genre d'avocat que l'on engage quand on pense que l'argent achète les résultats. Sarah était à l'écart, mal à l'aise. Elle est venue malgré mon interdiction. Nos yeux se sont croisés. Elle a murmuré, « Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Linda m'a vu. Son visage a changé, elle a essayé ce sourire de grand-mère, chaleureux, inquiet, aimant. Le masque qu'elle avait porté toute ma vie. La mâchoire de Robert était serrée, les bras croisés, le visage impassible. Il ne savait pas encore ce que j'avais. Brennan s'est approché de Marcus. « Marcus, je ne savais pas que tu étais sur ce coup. » David. Le ton de Brennan est devenu condescendant. « Écoutez, cela n'a pas besoin d'être conflictuel. Votre client est clairement dépassé. Mes clients veulent juste aider. Peut-être pourrions-nous trouver une garde partagée. » Tout le monde repart content. Marcus a gardé son visage neutre. « Nous laisserons le juge décider. » Brennan haussa les épaules. « Comme vous voulez. Mais j'ai un affidavit de la mère et 3 mois d'isolement documenté. C'est assez évident. » Je suis resté silencieux, le visage vide. À l'intérieur, je pensais, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Nous sommes entrés dans le palais de justice. Juge Margaret Fielding présidait. Soixantaine, 20 ans sur le banc des affaires familiales. Réputation d'être juste, mais de ne tolérer aucun non-sens. Brennan s'est levé et a présenté la requête. Votre honneur, Robert et Linda Barrett demandent la garde d'urgence de leur petit-fils, Ethan Barrett, âgé de 8 ans. Ils estiment que l'enfant est exposé à un risque important en raison de la détérioration des conditions au domicile du père. Il énuméra les allégations. Jake a isolé Ethan de sa famille élargie pendant plus de 3 mois. Jake présente un comportement erratique selon le témoignage de l'ex-femme. Jake est financièrement irresponsable. Le bien-être émotionnel de l'enfant souffre. Aucune preuve, juste des affirmations. Brennan a appelé Linda à la barre. Elle était bonne, bien préparée, la voix tremblante juste comme il fallait. Votre honneur, je ne suis pas ici pour attaquer mon fils. Je l'aime, mais j'ai peur pour mon petit-fils. Elle a raconté comment nous voyions Ethan toutes les semaines, le cherchions à l'école, dînions, des choses normales de grands-parents. Puis il y a 3 mois, Jake a cessé de répondre aux appels, aux SMS. Quand ils ont envoyé un cadeau d'anniversaire à Ethan, Jake l'a à peine reconnu. Nous avons essayé de le contacter, il nous a exclus. Et quand nous avons parlé à Sarah, la mère d'Ethan, elle a confirmé nos craintes.
Sa voix se brisa. L'arme réelle ou performance? Je ne pouvais plus le dire. Je ne veux pas enlever Ethan. Je veux juste m'assurer qu'il est en sécurité. Brennan a appelé Sarah ensuite. Elle avait l'air nerveuse, mal à l'aise. J'ai signé une déclaration il y a 2 semaines. On m'a dit que c'était à des fins de consultation. Brennan n'était pas content qu'elle clarifie, mais, la déclaration reflète vos préoccupations, n'est-ce pas? J'étais inquiète. Jake semblait stressé, mais je ne voulais pas d'autres questions. La juge Fielding regarda Sarah. Mademoiselle Parker, avez-vous lu le document que vous avez signé? La voix de Sarah se fit faible. Pas entièrement, votre honneur. La juge prit une note. Son expression disait tout. Marcus se leva. Votre honneur, je voudrais appeler Jake Barrett. J'ai pris place à la barre, j'ai prêté serment. Monsieur Barrett, avez-vous isolé votre fils de ses grands-parents? J'ai gardé ma voix calme, factuelle. Non, j'ai réduit les contacts parce que j'ai découvert qu'il surveillait mon fils. La salle d'audience s'agita. Brennan se leva d'un bond. Objection, votre honneur. C'est diffamatoire. La juge Fielding le coupa. Rejeté. Je veux entendre ceci. Monsieur Barrett, expliquez. Il y a 3 semaines, mes parents ont envoyé un jouet à mon fils, une figurine Labou de collection. Samedi dernier, mon fils a remarqué une lumière rouge à l'intérieur. Je l'ai inspectée. À l'intérieur se trouvait une caméra cachée, un microphone et un émetteur GPS. J'ai soumis les photos, l'intérieur de l'appareil, les numéros de série. J'ai déposé un rapport de police lundi. L'appareil a été envoyé à l'analyse médico-légale. Je soumets le rapport de police, numéro de dossier 2024 C4471. La médecine légale a confirmé que la caméra a enregistré 67 heures de séquence sur 3 semaines. L'appareil était lié au compte email de mon père. Stockage cloud accessible via r.barrett1965@gmail.com. Je soumets le rapport médico-légal. Le visage de Linda devint pâle. Robert fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Marcus continua, avez-vous trouvé d'autres appareils? Oui, un traceur GPS caché dans le sac à dos d'école de mon fils, actif pendant 3 semaines, traçant sa localisation en continu. J'ai soumis des photos du traceur GPS, des journaux de données de localisation, chaque trajet à l'école, chaque maison d'amis, chaque épicerie. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont fait cela? Pour monter un dossier de garde et pour accéder au fonds fiduciaire de mon fils. Brennan objecta. Spéculation. Marcus resta calme. Votre honneur, j'ai des preuves du mobile. Je l'autorise. Marcus se tourna vers moi. Monsieur Barrett, votre fils a-t-il un fonds fiduciaire? Oui. 180 000 $ laissés par mon grand-père. Je suis le fiduciaire. Les termes stipulent aucun retrait avant qu'Ethan n'ait 18 ans. Vos parents ont-ils déjà demandé l'accès? Plusieurs fois. J'ai refusé. Ce n'est pas leur argent. J'ai soumis les relevés bancaires, la documentation du fonds fiduciaire, la désignation du fiduciaire. Vos parents ont-ils des difficultés financières? Oui. Ma mère a des dettes de jeu dépassant 60 000 $. Mon père a contracté une 2e hypothèque pour couvrir les pertes. J'ai soumis des documents publics, le dépôt hypothécaire, les rapports de crédit que Marcus avait assignés. Brennan a essayé d'objecter, mais la juge Fielding l'a écarté d'un geste. Je veux voir ces documents. Marcus a sorti son téléphone. Votre honneur, j'ai une dernière preuve. Un enregistrement d'un dîner d'il y a 3 jours. Il a joué l'audio. Mercredi soir, ma cuisine. La voix de Robert est passée par les haut-parleurs du tribunal. Ce fonds fiduciaire pourrait être utilisé maintenant. La voix de Linda. S'il restait plus souvent avec nous, nous pourrions le gérer correctement. Robert encore. Nous ne demandons pas, Jake. La salle d'audience est devenue silencieuse comme une bibliothèque à minuit. La juge Fielding a retiré ses lunettes, a regardé Robert et Linda. Monsieur et Madame Barrett, avez-vous quelque chose à dire? Brennan s'est levé. Il était ébranlé. Il n'était pas au courant des appareils. Votre honneur, mes clients étaient préoccupés par leur petit-fils.
Leur méthode était peut-être trop zélée, mais leurs intentions. La voix de la juge Fielding devint glaciale. Conseiller, suggérez-vous sérieusement que cacher du matériel de surveillance dans le jouet d'un enfant est une préoccupation trop zélée? Votre honneur, je n'étais pas au courant des appareils avant aujourd'hui. C'est évident. Votre client souhaite-t-il témoigner? Brennan a regardé Robert. Robert a secoué la tête. Non, votre honneur. Alors, voici ma décision. La juge Fielding lut ses notes, d'une voix neutre, professionnelle, dévastatrice. J'ai examiné les preuves. Cette requête est non seulement rejetée, mais elle est troublante. Monsieur et Madame Barrett, vous avez admis par conversation enregistrée que votre intérêt pour la garde est financier. Vous avez surveillé un enfant mineur sans consentement parental. Vous avez déformé vos intentions à la mère de l'enfant pour obtenir un faux affidavit. J'émets une ordonnance restrictive temporaire, avec effet immédiat. Il vous est interdit de contacter Ethan Barrett. Pas d'appel, pas de texto, pas de cadeau, pas d'apparition à son école ou à son domicile. La violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. De plus, je renvoie ce cas au bureau du procureur de district pour enquête criminelle. Linda a commencé à pleurer. De vraies larmes maintenant, pas une performance. Robert est resté figé. La juge a continué, Mademoiselle Parker, votre droit de garde est réduit à des visites supervisées uniquement. 2 heures par mois en attendant un examen dans 6 mois. Vous avez signé un document légal sans le lire. Cela démontre un manque de jugement. Le visage de Sarah s'est effondré. Elle n'a pas protesté. La juge Fielding m'a regardé. Monsieur Barrett, vous avez la garde légale et physique complète, l'autorité de décision exclusive. J'ordonne également que le fonds fiduciaire reste sous votre contrôle exclusif, sans cofiduciaire autorisé. Cette audience est levée. Le coup de marteau est tombé. L'huissier a remis à Robert et Linda les papiers de l'ordonnance restrictive. Ils ne m'ont pas regardé. Marcus s'est penché. Tu viens de gagner complètement. Je ne me sentais pas victorieux, juste épuisé. Dans le couloir, mes parents se tenaient avec Brennan. Linda sanglotait, appuyée contre le mur. Robert, le visage rouge, argumentait. Vous avez dit que ça marcherait. La voix de Brennan est restée professionnelle mais ferme. Je n'étais pas au courant des appareils de surveillance, Robert. Vous ne m'avez pas dit. Nous avons fait ce que nous devions. Vous avez enfreint la loi. Je ne peux plus vous représenter. Trouvez un autre avocat. Brennan s'éloigna. Linda m'a vu. Elle a trébuché en avant. Jake, s'il te plaît. Marcus s'est interposé. Madame Barrett, vous êtes en violation de l'ordonnance restrictive si vous l'approchez. Elle s'est arrêtée à 10 pieds. Jake, nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous aimons Ethan. Ce n'est pas juste. Ma voix est sortie plate, froide. Vous avez mis une caméra dans le jouet de mon fils. Nous étions inquiets que tu ne nous laisses pas le voir. J'ai vu les séquences. Vous n'étiez pas inquiet, vous cherchiez des preuves pour le prendre. Robert a finalement parlé, sa voix tremblante de rage. Cet argent était celui de ton grand-père. Ce devrait être de l'argent familial, pas enfermé. Ce n'est pas votre argent. Ça ne l'a jamais été. Espèce d'ingrat. Marcus coupa court. Monsieur Barrett, éloignez-vous maintenant. Un agent de sécurité s'est approché, voyant la confrontation se former. Robert a saisi le bras de Linda. Viens. Ils sont partis. Linda regardant par-dessus son épaule, pleurant toujours. Robert, le visage de pierre. Je les ai regardés partir. Marcus m'a touché l'épaule. Ça va? Oui. La détective Morrison est dehors. Elle veut te parler. La détective Morrison attendait sur les marches du palais de justice. Monsieur Barrett, j'ai entendu que le juge a renvoyé l'affaire au procureur. Que se passe-t-il maintenant? Le procureur va examiner les preuves. Étant donné ce que le juge a dit au tribunal, je m'attends à ce que des accusations soient déposées d'ici lundi. Et ensuite? Mandat d'arrêt émis. Vos parents seront amenés, mis en accusation, on leur donnera des conditions de cautionnement. Vont-ils aller en prison? Cela dépend du juge lors de la mise en accusation. Première infraction,
Ils sont plus âgés, probablement une caution ou une libération sous caution, mais ils auront des casiers judiciaires, une probation. J'ai hoché la tête. L'ordonnance restrictive est en vigueur. S'il vous contacte ou contacte Ethan, appelez le 911 immédiatement. Je le ferai. Elle est partie. Marcus s'est tourné vers moi. Rentre à la maison. Va chercher Ethan. Serre ton gamin dans tes bras. C'est fini. Ça ne semble pas fini. Ça le sera. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Sarah. Elle a ouvert la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. Jake, je suis tellement désolé. Je sais. J'aurais dû le lire. J'aurais dû t'appeler. Ils ont fait croire que... Je sais. Est-ce que je peux encore le voir? Visite supervisée, 2 heures par mois. Ordre du juge. Elle recommença à pleurer. J'ai tout gâché. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes, mais tu peux arranger ça. Présente-toi aux visites. Sois cohérente. Dans 6 mois, nous pourrons demander plus. Sa voix devint pleine d'espoir. Vraiment? Si tu prouves que tu es sérieuse, oui. Ethan est sorti en courant. Papa. Je l'ai soulevé. Salut, mon grand. Tu as fini ton truc de travail? Oui, tout est fini. On peut prendre des pizzas. Absolument. Nous sommes partis. Ethan n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, et je voulais que ça reste ainsi le plus longtemps possible. La pizzeria avait des jeux d'arcade à l'arrière. J'ai donné une poignée de pièces à Ethan. Il s'est enfui, heureux, en sécurité, normal. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô, détective Morrison. Monsieur Barrett. Le procureur a accéléré les accusations. Les mandats d'arrêt viennent d'être émis. L'équipe est en train d'intervenir. Maintenant? Je pensais que c'était lundi. Le juge voulait que ce soit fait aujourd'hui. Il a dit au procureur d'agir vite. Où sont vos parents en ce moment? Je ne sais pas. À la maison, probablement. Nous avons des unités en route vers leur adresse. Je voulais juste vous prévenir. Elle a raccroché. Mes parents vivaient à 10 minutes de là. Ethan jouait, heureux, distrait. J'ai pris une décision. Salut, mon grand. On doit faire un arrêt rapide avant les pizzas. Ah, mais j'étais en train de gagner. On reviendra. Je te promets. J'ai conduit jusqu'à leur quartier, je me suis garé une rue plus loin. Je pouvais voir leur maison depuis le coin. Pourquoi sommes-nous ici? Je dois vérifier quelque chose. Reste dans la voiture, regarde une vidéo sur mon téléphone. Je lui ai tendu mon téléphone avec YouTube déjà ouvert. D'accord. Indifférent. En sécurité. J'ai marché jusqu'au coin. 2 voitures de police étaient garées dans l'allée de mes parents, phares éteints, professionnels, sans aucun drame. Des agents étaient à la porte, la détective Morrison et 2 uniformes. La porte s'ouvrit, révélant Robert. La détective Morrison montra le mandat. Le visage de Robert devint livide. Robert Barrett, vous êtes en état d'arrestation pour surveillance illégale d'un mineur. Les menottes ont cliqué. Linda apparut dans l'embrasure, hurlant « Non, non, s'il vous plaît ». Le 2e agent s'est avancé. Linda Barrett, vous êtes également en état d'arrestation. Les 2, menottés, ont été conduits à des voitures de police séparées. Linda sanglotait, regardant la maison. Robert, le visage de pierre, la tête baissée. Des voisins regardaient par les fenêtres, depuis leur cour avant. Je me tenais à ce coin, à 50 mètres, j'ai regardé mes parents placés à l'arrière des voitures de police. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste la conclusion. Je suis retourné à ma voiture. Ethan leva les yeux de la vidéo. Fini? Oui, fini. On peut prendre des pizzas maintenant? J'ai souri, petit mais réel. Oui, mon grand. On peut prendre des pizzas maintenant. J'ai regardé les voitures de police s'éloigner avec mes parents à l'arrière. J'ai regardé les voisins chuchoter et pointer du doigt. J'ai regardé ma maison d'enfance, l'endroit où j'ai grandi, devenir une scène de crime. Ethan était dans ma voiture, jouant à des jeux sur mon téléphone, fredonnant
complètement inconscient que ses grands-parents venaient d'être arrêtés pour l'avoir espionné. J'aurais pu ressentir quelque chose. Culpabilité, peut-être, regret. Mais ce n'était pas le cas. Parce que pendant 3 semaines, ils avaient regardé mon fils à travers une caméra cachée. Ils avaient traqué sa localisation comme s'il était une voiture volée. Ils avaient menti à sa mère, déposé de faux documents légaux et essayé de me le prendre pour pouvoir jouer son avenir. Et quand je les ai attrapés, ils ne se sont pas excusés. Ils se sont mis en colère. Alors, non, je ne me suis pas senti coupable de les regarder se faire arrêter. Je me suis senti soulagé, parce que cela signifiait que mon fils était en sécurité, et c'était la seule chose qui importait. 2 mois après l'arrestation, la vie est devenue calme. Les matins de janvier dans ma cuisine. Ethan mangeait des céréales, parlant de son projet scolaire sur le système solaire. J'ai fait du café, vérifié mes emails, une routine normale et ennuyeuse. Son anniversaire était passé en décembre. C'était petit, juste nous et 2 amis. Pas de fête, pas de drame de la famille élargie. Papa, Tommy peut venir après l'école? Bien sûr. On peut commander chinois. Si les parents de Tommy disent oui. Chouette. Il est parti se brosser les dents en courant. Je suis resté là avec mon café, pensant à quel point tout était devenu silencieux. Pas de texto surprise de mes parents, pas d'appels téléphoniques étranges, pas de colis avec des appareils cachés. Juste la paix. Mes parents avaient plaidé coupable. Le crime a été réduit à un délit. 18 mois de probation chacun, 5 000 $ d'amende, conseils obligatoires. Pas de prison, car c'était leur première infraction et ils étaient plus âgés. Le procureur a accepté le plaidoyer pour éviter un procès. L'ordonnance restrictive a été prolongée à 5 ans. Sarah avait des visites supervisées, 1 fois par mois, 2 heures. Centre communautaire avec un surveillant présent. Elle avait assisté aux 2 jusqu'à présent. Progrès. Le fonds fiduciaire a bénéficié de protections supplémentaires. Statut de fiduciaire irrévocable. Aucun cofiduciaire autorisé. Limite de distribution jusqu'à ce qu'Ethan ait 18 ans. La famille élargie a eu des réactions mitigées. Certains nous soutenaient, certains étaient en colère, certains silencieux. Voilà ce que l'on ressent quand on gagne. Ce n'est pas dramatique, juste calme. 4 mois plus tard, mon téléphone a sonné au travail. L'école m'appelait. Vendredi après-midi. Mon estomac s'est serré avant même de répondre. Monsieur Barrett, nous avons un problème. C'était la principale Rodriguez, calme mais sérieuse. Que s'est-il passé? Ethan va bien? Il va bien. Il est dans mon bureau, mais votre mère a tenté de venir le chercher. Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle est venue au bureau d'accueil il y a une demi-heure. Elle a dit qu'elle était là pour chercher Ethan pour un rendez-vous chez le dentiste. La maîtresse d'Ethan l'avait sur la liste des personnes autorisées avant, alors la secrétaire a failli le lui donner. Mon cœur battait la chamade. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Je me suis souvenu de l'ordonnance restrictive que vous nous avez transmise en novembre. Je suis descendu immédiatement. J'ai dit à votre mère qu'elle ne pouvait pas le prendre. Elle est devenue contrariée. Où est-elle maintenant? Je lui ai demandé de partir. Elle a refusé. Elle est sur le parking. J'ai appelé la police. J'arrive. Ne laissez pas Ethan sortir. C'est déjà fait. Il est en sécurité. J'ai attrapé mes clés, j'ai couru jusqu'à ma voiture. 10 minutes de route qui m'ont semblé 1 heure. Je suis entré sur le parking de l'école. J'ai vu une voiture de police, la voiture de Linda. Linda menottée, placée à l'arrière. Un agent parlait à la principale Rodriguez. J'ai couru à l'intérieur, directement au bureau de la principale. Ethan était assis sur une chaise, l'air confus. Papa. Je me suis agenouillé, les serré fort. Ça va, mon grand? Oui, mais mamie était là. Elle a dit qu'elle m'emmenait prendre une glace. Tu y es allé avec elle? Non. La principale Rodriguez a dit que je devais rester. Pourquoi la police a-t-elle pris mamie? J'ai choisi mes mots avec soin. Parce qu'elle n'était pas censée être ici. Pourquoi pas? Tu te souviens quand je t'ai dit que parfois les adultes font de mauvais choix? Elle en a fait un, donc elle n'a pas le droit de te voir en ce moment.
Il a réfléchi. Je peux toujours avoir une glace? J'ai ri malgré moi. Oui, nous pouvons avoir une glace. Dehors, j'ai marché avec Ethan jusqu'à ma voiture. Une enseignante est restée avec lui pendant que je parlais à l'agent. Je suis Jake Barrett, le père d'Ethan. L'agent était jeune, trentaine, professionnel. Monsieur Barrett, votre mère a violé l'ordonnance restrictive. Nous l'emmenons. J'ai regardé Linda dans la voiture de police. Elle pleurait, son mascara coulant, frappant la vitre de l'intérieur, murmurant des mots que je ne pouvais pas entendre. S'il vous plaît, je voulais juste le voir. Je l'ai fixé, je n'ai rien ressenti. Vous devrez déposer un rapport d'incident. Pouvez-vous venir au poste lundi? Oui. Le juge prolongera probablement l'ordonnance restrictive, peut-être de la prison pour violation de probation. Bien. Il a hoché la tête, est monté dans la voiture et est parti avec Linda à l'arrière. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il tourne au coin. La principale Rodriguez s'est approchée. Ethan va bien? Il est solide. Il ira bien. Pour ce que ça vaut, votre mère semblait désespérée. Pas violente, juste triste. Cela ne change rien à ce qu'elle a fait. Je sais. Elle fit une pause. Merci de le protéger. Toujours. Ce soir-là, après la glace et le dîner, j'ai bordé Ethan. Papa? Oui. Pourquoi mamie ne suit-elle pas les règles? J'ai fait une pause, j'ai réfléchi à la réponse. Parce que parfois, les gens veulent tellement quelque chose qu'ils oublient pourquoi les règles existent. Que voulait-elle? Te voir. Mais elle ne peut pas pour l'instant. Peut-être pas avant longtemps. À cause du mauvais choix qu'elle a fait. Oui. Quel était-il? J'ai choisi mes mots avec soin. Elle a essayé de te surveiller sans permission. Elle a essayé de t'emmener dans des endroits où je n'avais pas dit qu'elle le pouvait. Et aujourd'hui, elle a réessayé. Oh. Il a réfléchi à cela. Papa. Oui, mon grand. Je suis content que tu sois mon papa. Ma gorge s'est serrée. Je suis content que tu sois mon fils. J'ai embrassé son front, éteint la lumière, fermé doucement la porte. Je me suis tenu dans le couloir, appuyé contre le mur, j'ai respiré. 2 semaines plus tard, Marcus a appelé. Linda a été condamnée aujourd'hui, 30 jours de prison du comté, probation révoquée, ordonnance restrictive prolongée à 10 ans. Et Robert? Toujours en probation, il n'a pas violé, mais il est obligé d'assister à des séances de conseil avec Linda lorsqu'elle sera libérée. Est-ce que cela va les arrêter? Honnêtement, je pense que oui. Linda vient de passer 1 mois en prison. Robert a peur. Ils sont dans la soixantaine. Ils ne vont pas risquer plus de prison. Et s'ils le font, alors ils iront en prison. Les accusations criminelles reviennent sur la table. D'accord. Jake, tu as gagné complètement. Ils ont des casiers judiciaires, des sanctions financières, de la prison et une ordonnance restrictive de 10 ans. Ils ne peuvent pas toucher Ethan. C'est fini. Merci, Marcus. J'ai raccroché. C'était fini. 6 mois après l'arrestation, j'étais assis dans la salle d'attente du bureau du docteur Rachel Kim, psychologue pour enfants. Ethan a terminé sa séance. Le docteur Kim m'a fait signe d'entrer dans son bureau. Ethan est resté dans la salle d'attente à jouer avec des blocs. Il va très bien. Oui. Il a mentionné ses grands-parents 2 fois le mois dernier, contre à chaque séance auparavant. C'est bon signe. Cela signifie qu'il traite les choses et passe à autre chose. Il comprend qu'ils ont fait des erreurs. Il n'internalise pas cela comme sa faute. J'ai expiré. Bien. Les enfants sont résilients, Jake. Surtout quand ils ont un parent stable et protecteur. Vous avez tout fait correctement. On n'a pas toujours l'impression. C'est parce que vous vous en souciez. C'est la différence entre vous et eux. Samedi matin, j'ai nettoyé le garage. J'ai trouvé la boîte de preuves de la police, rendue après la clôture du dossier. À l'intérieur, le jouet la boue, le traceur GPS, les photos, les rapports. J'ai fixé ce jouet rose, la chose qui avait tout déclenché. Ethan est entré dans le garage. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Il a vu le labou. Oh, c'est le jouet que mamie a envoyé.
Je peux le récupérer? Mon estomac s'est serré. Non, mon grand. Celui-là n'est pas sûr. Pourquoi? Il est cassé à l'intérieur. On ne peut pas le réparer. Oh. On peut le jeter? J'ai fait une pause. Oui, on peut. J'ai emmené le labou à la poubelle à l'extérieur, je l'ai laissé tomber, j'ai fermé le couvercle. Ethan regardait. Tu es triste? Non, juste je me souviens. Te souvenir de quoi? Que certaines choses ont l'air jolies à l'extérieur, mais ne sont pas sûres à l'intérieur. Comme les étrangers dangereux. J'ai souri, petit mais réel. Oui, comme ça. Eh bien, je suis content que tu me protèges. Toujours, mon grand. Nous sommes rentrés ensemble. La famille élargie s'est divisée en 3 après tout ce qui s'est passé. Équipe Jack. Tante Karen a finalement appris la vérité. Elle s'est excusée pour sa colère initiale. Elle envoie des cartes d'anniversaire à Ethan maintenant. Cousin David envoie des SMS de temps en temps. Tu as fait ce que j'aurais fait. Oncle Tom a été direct. Il a dit à Robert, tu as fait une bêtise. Assume. Équipe parents. Le frère de Robert, Mike, a dit que la famille signifiait le pardon. Je lui ai dit que la famille signifiait des limites. Nous ne nous parlons plus. La sœur de Linda, Patricia, a envoyé une lettre de colère me traitant de vindicatif. Je n'ai pas répondu. De vieux amis de la famille ont cru la version de mes parents, ont cessé de m'inviter à des événements. Je m'en fiche. Neutre. Certains cousins envoient des cartes à Ethan, mais ne prennent pas parti. Les parents plus âgés restent généralement silencieux, confus mais pas impliqués. Ma position, je ne m'explique pas, je ne me défends pas, je ne me dispute pas. Je vis juste ma vie. Les gens qui avaient besoin de savoir la vérité la savent. Ceux qui ont choisi de ne pas la croire ne sont pas mon problème. 1 an et 1 mois après l'arrestation, j'étais assis sur un banc de parc, regardant Ethan jouer au soccer. Après-midi de novembre, temps frais d'automne. Un autre père s'est assis à côté de moi. Steve, père de Tommy, l'ami d'Ethan. Ethan est devenu vraiment bon. Oui, il adore ça. Comment va le reste? J'ai entendu dire que tu avais eu quelques problèmes l'année dernière. Les commérages des petites villes voyagent. Oui, problème de famille. C'est résolu. Bien. Pour ce que ça vaut, Ethan est un enfant formidable. Heureux, poli, bien ajusté. Tu fais quelque chose de bien. Merci. Beaucoup d'enfants de foyers brisés ont des problèmes. Ethan n'en a pas. C'est tout ton mérite. Je n'ai pas corrigé l'étiquette de foyer brisé. J'essaie. Ethan a couru vers nous. Papa, tu as vu? J'ai marqué. J'ai vu. Beau tir. On peut prendre des pizzas après? Bien sûr. Et Tommy peut rester dormir? Si ses parents disent oui. Oui. Il a couru vers le terrain. Je l'ai regardé partir. J'ai pensé à l'année écoulée. L'arrestation, les batailles judiciaires, l'incident à l'école, la prison de Linda, les séances de thérapie, les matins calmes, les matchs de soccer, les dîners pizza, la vie normale. C'est pour cela que je me suis battu. Pas pour la vengeance, pas pour la victoire. Mais pour ça, Ethan jouant au soccer, en sécurité, heureux, sans fardeau. Ce soir-là, Ethan dormait dans sa chambre. Tommy ronflait dans un sac de couchage sur le sol. Pyjama réussi. Je me suis assis à ma table de cuisine. Bière à la main. Je ne bois pas souvent, mais ce soir était approprié. J'ai regardé la photo sur mon réfrigérateur. Photo scolaire d'Ethan de cette année. Immense sourire. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'étais allé trop loin. Ils ont mis une caméra dans le jouet de mon fils, l'ont traqué pendant 3 semaines, ont menti à sa mère, ont déposé de faux documents légaux, ont essayé de voler son héritage. Et quand je les ai arrêtés, ils ont agi comme des victimes. Alors, non, je ne suis pas allé trop loin. Je suis allé exactement assez loin pour protéger mon fils. Assez loin pour les arrêter définitivement. Assez loin pour m'assurer qu'ils n'auront jamais une autre chance. Les gens pensent que la famille signifie le pardon inconditionnel. Ce n'est pas le cas. La famille signifie protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes,
Même si cela implique de couper les ponts avec les personnes qui vous ont élevé. Même si cela implique de les regarder se faire arrêter. Même si cela implique de devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas détruit mes parents. Ils ont détruit la relation lorsqu'ils ont choisi l'argent au lieu de leur petit-fils. J'ai juste refusé de les laisser le détruire lui aussi. Et je recommencerai tout, chaque rapport de police, chaque audience au tribunal, chaque confrontation, parce qu'à la fin de la journée, Ethan est en sécurité. Son avenir est assuré, et il ne bronche pas quand quelqu'un lui tend un cadeau. Ce n'est pas aller trop loin. C'est être un père. Il y a un mois, Ethan m'a demandé s'il reverrait grand-mère et grand-père. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il y a réfléchi, a haussé les épaules, et retourné construire son étoile de la mort en Lego. Il a 9 ans maintenant. Plus grand, plus intelligent, plus heureux. Il ne pose plus de questions à leur sujet. Il ne se demande pas pourquoi ils ont cessé de venir. Il a tourné la page. Et c'est peut-être la vraie leçon. Les enfants sont résilients lorsque les adultes de leur vie sont honnêtes et protecteurs. Ils s'adaptent lorsque vous les protégez au lieu de les utiliser. Ils guérissent lorsque vous arrêtez de laisser les personnes toxiques déguiser le mal en amour. Le fonds fiduciaire est toujours intact. 192 000 $ maintenant, avec les intérêts et la croissance. Il est exactement là où il doit être, dans l'avenir d'Ethan. Il ne finance pas l'addiction au poker de ma mère. Il ne renfloue pas les mauvaises décisions de mon père. Il attend le jour où Ethan aura 18 ans et décidera quoi en faire. L'université, peut-être. Une maison, une entreprise, son choix. Pas le leur. Pas même le mien, vraiment. Juste le sien. Les gens demandent encore si je suis allé trop loin. Les voisins chuchotent à l'épicerie. La famille élargie a cessé de m'inviter aux réunions. Je suis le fils qui a fait arrêter ses parents, l'homme qui a brisé la famille. Très bien, je serai cela, parce que je suis aussi le père qui a protégé son fils quand personne d'autre ne le ferait. Le père qui a choisi son enfant plutôt que de maintenir la paix. Le père qui a enseigné à son fils que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et quand Ethan sera plus âgé, quand il me demandera ce qui s'est passé, je lui dirai la vérité. Et il comprendra, car d'ici là, il saura. Certains cadeaux viennent avec des conditions, et certaines conditions sont faites pour être coupées.